Lancé en 1993, SeaQuest Police des mers a marqué une époque où la science-fiction ne regardait plus seulement vers les étoiles, mais aussi vers les profondeurs marines. Imaginée par un certain Rock S. O'Bannon et produite par Steven Spielberg, cette série proposait un univers fascinant où exploration sous-marine, écologie et éthique scientifique se mêlaient à des intrigues politiques et technologiques. L'histoire se déroulait dans un futur proche, en 2018, où les océans, dernier grand territoire inexploré de la Terre, sont devenus le cœur des enjeux de la survie humaine. À bord du SeaQuest DSV, un submersible aussi avancé que mystérieux, des personnages hauts en couleur naviguent entre missions périlleuses, découvertes stupéfiantes et réflexions profondes sur l'impact de l'humanité sur la planète. Une vidéo un peu spéciale parce qu'on va pas parler de film aujourd'hui, mais de série. Un hors-série, premier numéro consacré à la série SeaQuest Police des mers, une série qui a bercé mon enfance, série qui a été diffusée dans les années 90 à l'époque sur TF1 dans le Club Dorothée. On s'en souvient tous évidemment de cette série qui nous faisait vivre des aventures incroyables sous les mers avec Roy Scheider qui faisait son grand retour. Moi je me souviens de lui bien sûr dans Les Dents de la Mer, et Roy Scheider faisait son retour dans une série télé. C'était une série produite par Steven Spielberg en personne. C'est avec plein de promesses que cette série a débarqué sur TF1, série diffusée entre 1993 et 1996. Une série pleine de qualité qui a tout de même duré 3 saisons et qui a fini par disparaître dans les abysses. Je me souviens que cette série m'avait marqué parce qu'il y avait un dauphin qui tournait toujours autour du sous-marin, qui était futuriste, on aurait dit une sorte de vaisseau spatial. C'était une série science-fiction avec aussi des messages écolos qui, moi j'ai l'impression en tout cas nous rendait plus intelligents quand on était gamin à l'époque. Alors je vais pas commencer à faire mon boomer sur la chaîne, mais les nouvelles générations ont pas forcément des exemples de séries télé qui pourraient leur amener une conscience écologique, on va dire ça comme ça. Derrière SeaQuest, l'ambition était de taille, mais les sciences, divertissement et exploration d'un futur proche, avec le soutien de Steven Spielberg à la production. Chaque épisode se ponctuait d'ailleurs par un petit cours de science. La série a été développée pour la chaîne NBC et s'appuyait sur un concept novateur, imaginer un monde où les océans deviendraient une ressource primordiale et un théâtre de rivalité internationale. Le casting a joué un rôle essentiel dans la réussite des débuts de la série. On y retrouve bien sûr le grand Roy Scheider, célèbre pour son rôle dans Les Dents de la Mer, dans la peau du commandant Nathan Bridger, un personnage marqué par son passé militaire et son amour des océans. Et ça faisait évidemment très plaisir de le retrouver aux côtés de Steven Spielberg 20 ans après Les Dents de la Mer. Jonathan Brandis, jeune étoile montante à l'époque, interprétait Luca Wolenchak, un adolescent prodige en informatique qui deviendra l'un des personnages favoris des fans. Et surtout des filles à l'époque. À cela s'ajoutait un casting éclectique, comprenant des scientifiques, des soldats et bien sûr, le dauphin parlant grâce à une technologie futuriste, Darwin. Et on y reviendra tout à l'heure, mais rien que l'animation du dauphin, c'était un exploit dans une série télé. La célèbre musique de SeaQuest a été composée par John Debney. Mais après la première saison, il a finalement été remplacé par Don Davis pour les saisons suivantes. Tout au long de sa carrière, John Debney a composé les bandes originales de nombreux films à succès comme Sin City, Iron Man 2, Bruce Tout-Puissant, Le Livre de la Jungle ou encore The Greatest Showman. Son travail a été reconnu par plusieurs nominations et récompenses. Cependant, le tournage de SeaQuest ne fut pas sans défi. Les ambitions scénaristiques et techniques se heurtaient régulièrement aux limites budgétaires, et la volonté de Steven Spielberg d'insister sur une certaine plausibilité scientifique rendait la production encore plus exigeante. Avec des effets spéciaux marins novateurs pour l'époque, la série s'est distinguée, même si elle n'a pas toujours réussi à équilibrer divertissement et réalisme. L'intrigue de SeaQuest Police des mers nous projette donc en 2018 un futur où l'humanité s'est tournée vers les océans pour répondre aux crises énergétiques, alimentaires et territoriales. Les nations du monde ont créé l'Oceanic Confederation, ou l'UEO en français, pour réguler l'exploitation des ressources sous-marines et assurer la paix. C'est dans ce cadre que le SeaQuest DSV pour Deep Submergence Vehicle, un sous-marin révolutionnaire, entre en scène. Commandé par le commandant Nathan Bridger, qui a été rappelé au service après avoir pris sa retraite, le SeaQuest devient un symbole d'espoir et d'unité.
Les missions du sous-marin couvrent une large gamme d'enjeux, allant des conflits géopolitiques à l'exploration de phénomènes marins mystérieux, et c'est personnellement ce qui me plaisait le plus dans la série, en passant par des dilemmes éthiques face aux avancées technologiques et scientifiques. Au fil des épisodes, le spectateur suit l'équipage dans des aventures palpitantes, mais aussi des réflexions profondes sur l'impact de l'humanité sur les océans. La série aborde des thématiques écologiques avec une lucidité surprenante pour son époque, notamment sur les dérèglements climatiques, les pollutions massives et la gestion des ressources marines. Lorsque SeaQuest DSV a fait ses débuts en 1993, la série ambitionnait de devenir un succès à la croisée de Star Trek et des préoccupations écologiques modernes, sous la supervision de Steven Spielberg en tant que producteur exécutif et avec Roy Scheider en tête d'affiche. SeaQuest promettait un mélange d'exploration sous-marine et de science-fiction, porté par des thèmes éducatifs et éthiques, mais pourtant, au fil des 3 saisons, la série a perdu son intérêt, victime de conflits internes et de visions artistiques très divergentes. Roy Scheider, dans le rôle de Nathan Bridger, apporte une dimension humaine et charismatique à la série. Mais rapidement, l'acteur s'est heurté à la production, avec les pressions des chaînes et des studios pour inclure davantage de science-fiction et d'action au détriment de l'aspect éducatif, créant des tensions. Steven Spielberg lui-même, initialement enthousiasmé par le concept, a commencé à s'éloigner de SeaQuest, frustré par les interférences des exécutifs. Spielberg souhaitait une série centrée sur les océans et l'écologie dans la lignée de Star Trek, mais avec une base scientifique, et c'était selon moi la vraie bonne idée de cette série. Mais les studios voulaient eux davantage d'action, d'effets spéciaux et d'éléments purement fictionnels, diluant totalement l'essence initiale de la série. Et Roy Scheider, quant à lui, était frustré par les ajustements constants des intrigues et le manque de cohérence dans les scénarios, attaché aux idéaux de la première saison, et notamment fidèle à Spielberg. Il a dénoncé publiquement la direction absurde prise par la série, ce qui a contribué à son retrait progressif. La première saison, qui restera pour moi toujours la meilleure de SeaQuest, met l'accent sur l'exploration océanique et des thèmes éducatifs. L'UEO, pour United Earth Oceans Organization, à bord du sous-marin futuriste SeaQuest DSV, s'efforce de maintenir la paix mondiale tout en explorant les profondeurs des océans. Les épisodes abordent des sujets comme la diplomatie mondiale, la préservation des ressources naturelles et l'éthique scientifique soutenue par un ton plutôt sérieux. Je préfère vous avertir que si vous ne vous rendez pas, j'utiliserai toutes les ressources du SeaQuest pour vous couler, et je réussirai. Le guerrier qui est en vous a le goût du sang. N'est-ce pas amusant? Je tue pour le pouvoir, et vous pour la paix. Nager comme Bridger, Comme moi? pas maillot, peau. Commandant, au sous-marin de poche! Je suis juste passé pour vous dire que je vous ai trouvé très efficace. Votre façon de prendre les choses en main. Efficace. Merci. Dans l'épisode Les Trésors de l'Esprit, l'équipage découvre des artefacts anciens suscitant des tensions entre nations pour leur propriété. Une intrigue qui mêle aventure, politique et éthique culturelle, l'un des points forts de la série. Enfin, l'épisode Le Chant des baleines met en lumière la lutte contre la chasse illégale des baleines, avec Darwin jouant un rôle clé. Un épisode poignant qui traite directement des problèmes environnementaux. A noter que ces épisodes n'ont pas forcément été diffusés dans le bon ordre, donc je préfère vous donner ici les titres en version originale. Donnez-nous toutes les informations. Si les données sont exactes, cette coulée de lave est profonde d'environ 200 000. Vous ne pouvez rien faire de plus. Dites à Lucas qu'il est le meilleur. Commandant, non! Où est Nathan? Dans cet enfer! Nathan! Oh, Nathan! Ah oui, je vous ai fait une belle peur. Sous la pression de la chaîne NBC et pour attirer un public toujours plus large, la deuxième saison de SeaQuest a pris un tournant radical. L'accent a été déplacé vers des intrigues de science-fiction plus extravagantes, parfois très peu crédibles. Les ennemis extraterrestres, les gadgets futuristes, les aventures irréalistes ont commencé à dominer les histoires, trahissant la vision initiale de la série.
Un changement radical qui a déplu profondément à Roy Scheider, qui a ouvertement pris position contre la série en la traitant de navet stupide. Frustré par cette direction créative, il a décidé de réduire son engagement dans la série, apparaissant moins souvent à l'écran et exprimant publiquement son mécontentement. Spielberg, de son côté, a lui aussi limité de plus en plus son implication directe. La série a subi également une baisse notable d'audience, signe d'un public totalement désorienté par ce changement de ton. 2 épisodes tout de même à retenir, l'épisode Vapeur où Lucas prend davantage d'importance et ses relations avec d'autres membres d'équipage sont explorées, notamment des tensions et des moments de camaraderie, un tournant pour la dynamique du jeune prodige avec le reste du groupe. Et enfin Dreamweaver, un épisode qui explore des visions et rêves partagés, soulignant les liens entre technologie et mysticisme avec une ambiance presque psychédélique, moment marquant pour son style visuel. J'aime bien votre barbe, monsieur. Moi, j'aime bien ta boucle d'oreille, mais c'est pas très réglementé, hein. Nous avons été créés pour le combat, souviens-toi. Et moi, je veux dénoncer cette erreur. Vous êtes un modèle Alpha K, n'est-ce pas? Je suis un dagger. Non, je vous en prie, ne dites pas ce mot. C'est comme ça qu'on m'appelle, commandant. Monsieur, vous pouvez m'appeler Dagwood. Je suis le commandant Bridger. Matelot Anthony Piccolo, monsieur. Repos, matelot. Merci. Vous avez un joli navire. Pourquoi vous a-t-on arrêté? Attaque à main armée, j'ai attaqué un restaurant diététique avec une part de pizza. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? J'arrive pas à le croire. Tout le monde en arrière, on est là! Mon Dieu. On va les retrouver, je te le jure devant Dieu, on va les retrouver. Et si on n'arrive pas? Un jour, on ramènera leur histoire sur la Terre. Pour sa dernière saison, la saison 3 rebaptisée SeaQuest 2032, la série a effectué un saut dans le temps de 10 ans. Les intrigues sont devenues beaucoup plus sombres, se concentrant sur des conflits militaires et politiques avec un ton plus adulte. Michael Ironside, vu dans Total Recall, Starship Troopers ou encore Sauver Willy, remplace ici Roy Scheider en tant que commandant du SeaQuest, incarnant une approche plus autoritaire et martiale. Mais ce nouvel angle n'a pas réussi à regagner l'intérêt du public. Le départ de Roy Scheider tout d'abord, et l'effacement progressif des thèmes éducatifs et écologiques qui faisaient l'essence de la série ont achevé de la détourner de ses origines, et faute d'audience, SeaQuest a été annulé en 1996, mettant fin à un parcours marqué par des révisions incessantes et des conflits entre les créateurs et les producteurs. 2 épisodes tout de même à retenir, Brave New World, le premier épisode de cette saison 3, qui voit la série prendre un ton plus sombre, une action qui s'intensifie avec des scènes de combat sous-marins très spectaculaires, et le SeaQuest est réintroduit dans un contexte de conflit global. Enfin l'épisode Good Soldiers, où l'équipage est confronté à des soldats biologiquement améliorés, épisode qui interroge l'éthique militaire et explore la frontière entre humains et machines. M'aider! Demandons assistance immédiate si quelqu'un nous entend! Ici le capitaine Oliver Hudson du SeaQuest. Donnez votre position. Ils arrivent pour attaquer, monsieur. Feu direct sur leurs hélices. Ils sont là. Armez les lasers courte portée, ciblez manuellement. Monsieur, feu à tous les lasers. J'ai plus ou moins terminé. Merci. Tu es revenu? Homme, méchant, Bridger, Thor. Darwin, le célèbre dauphin intelligent de SeaQuest, est une prouesse technologique imaginée par Walt Canty, fondateur de Edge Innovation, spécialiste des créatures animatroniques. Canty a conçu des robots marins révolutionnaires qui combinaient réalisme et mécanisme complexes. Et pour Darwin, la production a alterné entre des prises de vue avec de véritables dauphins et un animatronique sophistiqué, qui était entièrement contrôlé par des techniciens. Ça représentait bien sûr un défi majeur à l'époque puisque ces mouvements dans l'eau nécessitaient des ajustements minutieux rallongeant souvent les tournages. Et franchement je vous défie de faire la différence entre le dauphin en animatronique et les véritables dauphins montrés dans la série. Walt Canty n'en était pas à son coup d'essai puisqu'avant SeaQuest il avait déjà marqué les esprits avec l'orque emblématique du film Sauver Willy et plus tard avec les terrifiants requins du film Peur Bleue de Rainy Harlin. Des créations qui continuent d'influencer les standards de l'animatronique dans l'industrie du cinéma.
seaQuest avait l'un des budgets les plus élevés pour une série télé des années 90, avec un coût moyen de 1,5 million de dollars par épisode. Les décors du seaQuest DSV étaient particulièrement énormes et détaillés, nécessitant plusieurs mois de construction. La direction de la série a changé plusieurs fois, chaque équipe ayant des idées différentes sur son orientation. Ce manque de cohérence a contribué à l'instabilité de seaQuest, notamment lors de la 3e saison, où elle a été rebaptisée seaQuest 2032 pour son ton plus sombre et militaire. La série a tout de même attiré des invités spéciaux très notables, des guests dont William Shatner de Star Trek et Mark Hamill de Star Wars, des apparitions ponctuelles qui ont souvent été des clins d'œil à la science-fiction classique, tout en aidant à booster l'audience de la série. L'épisode pilote, intitulé Être ou ne pas être, en 2 parties, a été réalisé par Irving Kershner, qui n'est autre que le réalisateur de l'Empire contre-attaque, l'épisode 5 de la saga Star Wars sorti en 1980. Dans ce même épisode, l'héroïne de la série Drôle de Dame, Shelley Hack, interprète avec conviction la machiavélique capitaine Marilyn Stark dans l'épisode. Plusieurs références plus ou moins évidentes aux Dents de la Mer sont cachées dans la série seaQuest, avec par exemple le nom de l'un des personnages qui apparaît dans la saison 2, Jim Brody. Capitaine Jonathan Ford, je suis affecté sur le seaQuest. Lieutenant Jim Brody. Référence bien sûr à Martin Brody, rôle qu'incarnait Roy Scheider dans le film de Spielberg. Mais également des références à certaines scènes cultes du film, comme par exemple dans le final de la saison 2, lorsque Bridger fait référence au fait qu'il va leur falloir un plus gros bateau. Et qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, on pourrait commencer par construire un nouveau bateau. En France, au milieu des années 90, ce sont plus de 3 millions de téléspectateurs qui étaient fidèles chaque semaine à la série diffusée sur TF1. Robert Duane-Ballard, explorateur sous-marin à qui l'on doit la découverte de l'épave du Titanic, fut pendant la première saison la caution scientifique de la série, en présentant à chaque fin d'épisode un petit topo scientifique plus ou moins en relation avec l'épisode diffusé. Bonjour, je suis Bob Allard de l'Institut océanographique de Woods Hole. La plus grosse créature qu'on ait vue sur Terre n'était pas un dinosaure, c'était la baleine bleue. Grâce à un gros effort de protection, de nombreuses espèces de baleines en voie d'extinction font maintenant leur retour. Les baleines et les dauphins, comme Darwin, sont les créatures les plus douées des océans. Ils ont vécu sur Terre mais sont retournés dans l'eau et nous avons beaucoup à apprendre d'eux maintenant que notre avenir dépend de la mer. Rejoignez-nous dans les prochaines aventures du seaQuest DSV. Il parle des bords de la cuve. Oui, je sais ce qu'il veut dire. Je vois, c'est une plaisanterie, hein. Ce n'est pas une plaisanterie. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Lucas Wolenchak, Nathan Bridger. Lucas a créé le système qui permet à Darwin de parler. Lorsque seaQuest Police des mers débute en 1993, Jonathan Brandis incarne Lucas Wolenchak, un adolescent surdoué en informatique à bord du sous-marin futuriste. Lucas, avec son esprit vif et son charisme naturel, devient rapidement l'un des personnages préférés du public. Il est le lien direct entre les jeunes téléspectateurs que nous étions à l'époque et cet univers maritime fascinant. Son personnage représentait un espoir, un jeune génie capable d'influencer un monde complexe grâce à son intelligence et son enthousiasme. Et beaucoup de jeunes de l'époque se sont reconnus en lui. D'ailleurs, je me souviens avoir eu la même coupe de cheveux à son âge. Avant même seaQuest, Jonathan Brandis n'était pas un inconnu. On l'avait déjà remarqué dans des productions comme ça, le téléfilm adapté de l'œuvre de Stephen King, où il jouait le jeune Bill, un rôle émouvant qui montrait son immense talent d'acteur. Il avait également fait sensation dans le film Sidekicks, aux côtés de Chuck Norris incarnant un adolescent timide qui surmonte ses peurs. À seulement 17 ans, sa carrière semblait donc toute tracée. Il faisait partie de ces jeunes étoiles montantes qui avaient tout pour réussir. Mais après l'annulation de seaQuest, en 1996, tout a changé pour Jonathan Brandis. Hollywood peut être très cruel, surtout pour ceux qui ont grandi sous les projecteurs. Il a eu du mal à retrouver des rôles à la hauteur de son talent et s'est confronté à une industrie qui laisse souvent ses jeunes stars de côté une fois leur heure de gloire passée. Pour un acteur aussi passionné, cette période de vide a été particulièrement difficile. Certains proches ont témoigné qu'il se sentait perdu, écrasé par les attentes et frustré de ne pas pouvoir montrer ce qu'il avait encore à offrir. En 2003, à seulement 27 ans, Jonathan Brandis a mis fin à ses jours. Cette tragédie a profondément marqué ses fans et l'industrie du divertissement. Elle a également mis en lumière l'importance de la santé mentale, particulièrement chez les anciens enfants stars. Beaucoup se sont alors interrogés sur le système hollywoodien et le manque de soutien dont bénéficient ces acteurs après la fin de leur carrière. Pourtant, Jonathan Brandis ne sera jamais oublié. Des générations de fans continuent de découvrir son travail grâce à des rediffusions ou des plateformes de streaming. Lucas reste un symbole de curiosité et de résilience, un personnage qui inspire encore aujourd'hui.
D'ailleurs, son fan club existe toujours, et chaque année, des hommages lui sont rendus sur les réseaux sociaux et lors de conventions. Jonathan Brandis était bien plus qu'un jeune acteur, il incarnait une promesse, une passion et une présence authentique qui continue de toucher ceux qui l'ont connu à l'époque. Pourquoi revenez-vous? Le monde n'est pas parfait, mais il arrive qu'on fasse des choses à contre-cœur. Et puis tu me manquais. Vous me manquiez aussi. Au XXIe siècle, l'espèce humaine a colonisé le seul endroit inexploré de la Terre, les océans. Moi, commandant du SeaQuest, ainsi que mon équipage, en sommes les gardiens. Notre avenir est lié à la sauvegarde des océans. Au cœur de SeaQuest, l'océan joue bien sûr un rôle central. La série explore les dangers de la surexploitation des ressources marines, la pollution et les effets dévastateurs des actions humaines sur l'environnement. Chaque épisode met en avant l'importance de protéger les océans, tout en célébrant leur mystère et leur beauté. Dans un monde où les conflits pour les ressources marines pourraient exacerber les tensions entre nations, SeaQuest imagine la Confédération océanique comme une utopie d'union internationale. Le SeaQuest DSV, à la fois arme de dissuasion et outil diplomatique, incarne cet équilibre délicat. Par exemple, les négociations intergouvernementales ou les médiations menées par Bridger, comme dans Les Trésors de l'Esprit dans la saison 1, montrent que la coopération l'emporte souvent sur la confrontation. Est-ce qu'on peut sauver la centrale? Au diable la centrale, vous n'avez pas entendu? On détruit l'océan. L'équilibre écologique n'est rien comparé à la destruction de nos villes. Arrêtez, écoutez, une telle augmentation de température va provoquer la fonte des glaces. Vous aurez besoin d'un masque et d'un tuba, même en haut de la tour Eiffel. Vos villes ne seront pas détruites, elles seront noyées. SeaQuest interroge les limites de la science et de la technologie, notamment lorsqu'elles peuvent nuire aux écosystèmes. Les épisodes explorent des dilemmes éthiques liés à la génétique, aux intelligences artificielles, et oui déjà à l'époque, et à l'exploitation des ressources naturelles. Exemple avec l'épisode Good Soldiers qui illustre les dangers de manipulation scientifique en présentant des soldats biologiquement modifiés, les conséquences de leur usage militaire. Les profondeurs marines sont présentées comme un espace d'exploration comparable à l'espace extra-atmosphérique, regorgeant de dangers et de secrets fascinants, qu'il s'agisse de créatures mythiques ou de phénomènes naturels inexpliqués. SeaQuest incite à respecter l'inconnu plutôt qu'à l'exploiter aveuglément. À travers ces personnages, la série montre que malgré ces divergences, l'humanité peut s'unir pour surmonter ces défis. Des figures comme Bridger ou Lucas incarnent des archétypes de sagesse, de curiosité et d'innovation, tout en mettant en avant des relations humaines riches et parfois conflictuelles. Alors que les ressources terrestres s'épuisent, SeaQuest propose un regard visionnaire sur l'océan comme un nouvel Eldorado. La série imagine des scénarios réalistes où la survie de l'humanité dépend d'une meilleure gestion des océans et d'une exploration sous-marine poussée. Et à travers ces épisodes, SeaQuest oscille entre l'espoir d'un futur où les océans seraient une source de coopération et d'innovation et la peur d'un monde dominé par des technologies incontrôlables ou des luttes géopolitiques destructrices. Enfin, SeaQuest nous invite à repenser notre relation avec les océans, non seulement en termes de survie, mais aussi comme un espace à explorer avec respect et émerveillement. Dans un monde où l'océan reste largement inconnu, cette série rappelle que ce mystère est à la fois une menace et une opportunité. Avec ses 3 saisons, SeaQuest Police des mers s'impose comme une série atypique et visionnaire, explorant des sujets aussi variés que la préservation des océans, les avancées technologiques et les dilemmes éthiques qui les accompagnent. Beaucoup d'idées présentées dans la série, qu'il s'agisse de véhicules autonomes sous-marins, de biotechnologie marine ou des défis diplomatiques liés aux ressources naturelles, trouvent aujourd'hui un écho troublant dans nos préoccupations modernes. Même si le parcours de la série aurait pu connaître un dénouement qui, loin de se satisfaire d'une fin ouverte ou précipitée, aurait offert un avenir aux enjeux qu'elle soulevait. Une fin qui aurait permis de confronter le SeaQuest DSV à une dernière mission, celle de résoudre une crise mondiale de ressources sous-marines qui mettrait en jeu la survie de l'humanité et la préservation des océans. La série aurait par exemple pu culminer dans une conclusion où Bridger et son équipage, au cœur d'une tempête géopolitique, auraient dû unifier les nations pour combattre une catastrophe écologique de grande ampleur, tout en incarnant le pont entre utopie et dystopie. Comme fin potentielle pour la série, j'imagine qu'à l'issue d'une série de conflits sous-marins et politiques autour de nouvelles technologies et ressources marines, l'ultime épisode de SeaQuest aurait vu la résurgence du danger que présentaient des méga-corporations exploitant l'océan au détriment de l'équilibre mondial. Bridger et son équipe, en étroite collaboration avec les nations du monde, parviendraient à déjouer une tentative de guerre pour le contrôle de ces ressources stratégiques, démontrant ainsi que l'unité internationale peut triompher. Le final poignant aurait peut-être montré l'ultime sacrifice de Bridger pour empêcher une explosion catastrophique de l'un des complexes sous-marins de la Terre, symbolisant l'idée que la science doit avant tout servir la planète et non ses destructeurs.
En conclusion, l'humanité aurait alors pris conscience de la fragilité de ces océans et de la nécessité urgente de les protéger. Dans ce cas, l'épilogue aurait laissé place à un futur ouvert, mais plein d'espoir, avec un message fort de préservation et de réconciliation mondiale. SeaQuest aurait peut-être eu son très grand final, à l'image des océans eux-mêmes, un défi inachevé mais toujours en suspens, un appel à agir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. SeaQuest, Police des mers, moi ça reste l'une de mes séries préférées de mon enfance. Alors si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite bien sûr à la liker, à me laisser en commentaire le souvenir que vous avez de SeaQuest et puis pourquoi pas me donner d'autres exemples de séries qu'on pourrait aborder sur la chaîne en hors-série. De temps en temps ça peut faire plaisir de revenir sur des séries des années 90 ou des années 2000. Donc n'hésitez pas à m'ajouter tout ça en commentaire et puis abonnez-vous, vous le savez, ça soutient énormément la chaîne. Et vous pouvez bien sûr me rejoindre sur mes réseaux sociaux, je les mets toujours en description et puis partagez cette vidéo autour de vous. La série reste compliquée à trouver en français, mais quelques coffrets DVD existent. Sinon, vous avez l'intégrale en anglais qui est dispo. Et comme d'habitude, je vous mets tous les liens affiliés en description de cette vidéo pour pouvoir vous les procurer. En attendant, parce que chaque film ou chaque série est une histoire qui mérite d'être racontée, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Clap Story. Ciao!